Bonjour, je suis Benoît de Mulder, directeur des archives et de la documentation du Musée de l'aérospatiale du Québec. Pour plus d'informations sur le Musée de l'aérospatiale du Québec, je vous invite à visiter le site web http://maq-qam.ca. Fondé pendant l'été 2018, l'objectif principal du MAQ est de créer sur le territoire de l'aéroport un musée visant à montrer au grand public le savoir-faire et les réalisations de l'industrie de l'aérospatiale du Québec ainsi que du Canada. À la demande de la ville de Longueuil, pour son projet commémoratif virtuel intitulé « Longueuil pendant et après les grandes guerres du XXe siècle », je vais vous parler aujourd'hui de l'aéroport de Saint-Hubert pendant la Seconde Guerre mondiale. Commençons par un bref retour sur son histoire. Inauguré le 1er novembre 1927, l'aéroport de Saint-Hubert était d'un plus ancien au Canada. En 1928, il sert de base pour Colonial Airways qui offre la première route aérienne régulière entre le Canada et les États-Unis. Viens-tu avec moi son père au volet à Saint-Hubert, va donc atteler ta jument, puis au volet voir l'air sans mer, regarde-moi donc noir. En 1930, avec comme objectif de démontrer la faisabilité des premiers services aériens transatlantiques pour passagers, le dirigeable Air 100, après un vol de près de 79 heures depuis l'Angleterre, arrive à l'aéroport de Saint-Hubert. La tragédie du Air 101, quelques mois plus tard, sonnera le glas pour ses projets de transport aérien. Les années 30 voient l'aéroport se développer et, en 1938, TransCanada Airlines, aujourd'hui Air Canada, s'établit à Saint-Hubert et assure un service régulier vers Ottawa, Moncton, New York et Boston. Cette même année, l'Imperial Airways souhaite développer les vols transatlantiques et propose une solution originale. Un avion composite, le Short Mayo. Un appareil plus petit et rapide est monté sur le dos d'un hydravion géant. En 1938, un premier vol est effectué entre l'Irlande et Boucherville. Les pilotes des deux appareils sont Wilcoxon et Bennett. 1er septembre 1939. L'histoire militaire du Canada dans la Seconde Guerre mondiale débute avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. En 1938, l'ombre de la guerre étant de plus en plus présente, un consortium anglo-canadien est créé, la Canadian Associated Aircraft. 6 entreprises canadiennes, dont Vickers Canada et Fairchild Canada, respectivement à Montréal et Longueuil, reçoivent la mission de construire 165 bombardiers moyens Handley Page Hamden pour la Royal Air Force. Bien que ces appareils soient déjà désuets au début du conflit, le projet doit servir à former l'industrie à la production massive d'appareils militaires. L'objectif étant de produire ensuite des bombardiers quadrimoteurs Short Stirling qui finalement seront remplacés par des bombardiers Avro Lancaster. La chaîne d'assemblage québécoise des Hamden est située sur l'aéroport de Saint-Hubert. La production commence lentement. En 1940, 5 appareils sont produits. En 1941, 51 et en 1942, finalement 24. L'appareil est doté de 2 moteurs Pegasus 18 disponibles en très petit nombre au Canada. Cette rareté impose que les avions, une fois leurs essais en vol complétés, se posent sur la piste de Fairchild Canada située à Longueuil proche du fleuve Saint-Laurent, voient leurs moteurs démontés afin d'être réutilisés et sont finalement chargés sur les navires qui les amèneront à destination outre-Atlantique. Plus à l'est, le Canada et la Grande-Bretagne avaient aidé Terre-Neuve à créer un aéroport gigantesque pour l'époque, Gander. Devant servir de base pour les prochaines générations d'appareils transatlantiques, le début du conflit stoppe ses plans et à l'exception de vols expérimentaux de Pan Am et de Imperial Airways, réservés à des hydravions et pour les quelques mois d'été, l'aéroport demeure désert. Aucun officiel de l'Air Ministry en Angleterre n'avait considéré alors l'utiliser pour acheminer par la voie aérienne des appareils construits en Amérique du Nord. L'évolution du conflit en Europe, avec la chute de la Norvège, du Danemark, de la Belgique puis de la France, entraîne l'Angleterre à faire face seule au Troisième Reich. L'Air Ministry accepte alors de prendre en considération les commandes françaises d'avions qui n'ont pu être livrées, ceux-ci devant être acheminés par voie maritime. Au même moment,
l'Allemagne déploie ses sous-marins en grand nombre dans l'Atlantique Nord et nombre de bateaux et équipages se retrouvent au fond de l'océan avec leurs précieux chargements. Pour les appareils qui réussissent à se rendre en Angleterre, le processus de livraison est lent et peu adapté à la réalité du front qui perd des avions à un rythme trop élevé. Les appareils, une fois déchargés, doivent être remontés, testés en vol avant d'être convoyés aux unités. L'idée d'acheminer les avions par leurs propres moyens apparaît, mais personne ne la prend au sérieux. Le ciel de l'Atlantique Nord et sa météo, difficile et souvent imprévisible, l'absence d'aide à la navigation rendent le concept hasardeux et téméraire. De plus, le grand nombre d'appareils devant rejoindre le front exige que des équipages novices entreprennent ce périple. Le ministre anglais de la production aéronautique, Lord Beaverbrook, né au Canada, saisit cependant l'idée. Il consulte le directeur récemment retraité de l'Imperial Airways, George Woods Humphrey, qui lui affirme que cela peut être réalisé, avec le support de la même équipe ayant relié l'Irlande à Boucherville quelques années auparavant. Avec le soutien au Canada de Sir Edward Beatty de la Canadian Pacific Railways, une poignée d'équipages expérimentés de la British Overseas Airways Corporation se rend au Canada pour valider la faisabilité du projet. Si, à Terre-Neuve, l'aéroport de Gander était le point de départ idéal pour la traversée, son isolement ne se prêtait pas au développement d'une base logistique pour cette entreprise. Montréal, situé idéalement à la fin ouest de la route du 45e parallèle nord, et par conséquent plus proche de l'Europe que les grandes villes de la côte est américaine, devient le choix naturel. De plus, la neutralité des États-Unis impose la métropole québécoise. Au mois d'août 1940, Bennett, Wilcoxon, Page et Ross ouvrent leurs bureaux dans la gare Windsor du Canadian Pacific à Montréal. La guerre impose que le projet demeure secret et l'ensemble des personnels de la Royal Air Force et de la Royal Canadian Air Force étant mobilisés, ce sont des civils qui sont recrutés pour occuper les postes de pilotes, navigateurs et radio requis pour cette aventure. Aux États-Unis, Clayton Knight, un pilote de la Première Guerre mondiale, crée avec un homme d'affaires canadien, Homer Smith, un comité avec une présence dans les principales villes américaines pour recruter ceux qui veulent servir dans la Royal Canadian Air Force et la Royal Air Force. Bien que violant la neutralité des États-Unis, le gouvernement américain choisit de fermer les yeux. En novembre 1940, ce sont 380 pilotes américains qui serviront au Canada. Parmi eux, 62 rencontrent les critères recherchés pour convoyer les avions outre-Atlantique. Les équipages se familiarisent à Saint-Hubert avec le Lockheed Hudson, un bimoteur de lutte anti-sous-marine. L'appareil n'ayant pas le rayon d'action pour rejoindre l'Angleterre depuis Terre-Neuve est doté de réservoirs supplémentaires, le transformant en une dangereuse citerne volante. Les temps sont désespérés et le ministère de la Production aéronautique en Angleterre décide que si 50% des appareils sont capables de rejoindre le combat, l'opération sera jugée un succès. Les premiers appareils arrivent à Saint-Hubert en octobre 1940 et les préparatifs sont menés avec le support de la Royal Canadian Air Force et de TCA. La loi américaine ne permettant pas de voler depuis les États-Unis vers un pays belligérant, des employés civils de Lockheed acheminent les avions depuis les chaînes de production californiennes jusqu'à proximité de la frontière au Dakota du Nord. De là, les avions sont tirés par des chevaux jusqu'à la base d'Emerson au Manitoba, où ils rejoignent ensuite par la voie des airs l'aéroport de Saint-Hubert en suivant les routes aériennes créées pour TCA quelques années plus tôt. Entre le 29 octobre et le 9 novembre 1940, 7 équipages nouvellement assemblés vont convoyer des Lockheed Hudson Mark III entre Saint-Hubert et Gander. Chacun des équipages garde l'initiative de sa navigation, Don Bennett voulant les préparer aux conditions qu'ils rencontreront au-dessus de l'océan. Cependant, ils ne seront pas seuls pour effectuer la grande traversée. En raison de la pénurie de navigateurs qualifiés, il est décidé que les appareils franchiront l'Atlantique en formation de 7 avions. Le premier groupe est mené par Bennett lui-même, son copilote est américain, et ses 2 radios
sont respectivement anglais et canadiens. Le soir du 10 novembre 1940, 7 Hudson s'élancent à la conquête de l'Atlantique. Ils arrivent sains et saufs à Aldergrove, proche de Belfast, en Irlande du Nord. Les équipages regagnent alors le Canada par bateau. À la fin du mois de décembre, ce sont une dizaine d'appareils qui auront accompli la traversée. Pour contrer la pénurie de navigateurs et permettre la traversée seule des avions, il est alors décidé que les équipages civils seront mélangés avec des navigateurs issus des écoles du BCATP, le British Commonwealth Air Training Plan. Rapidement, d'autres types d'appareils, Consolidated PBY Catalina, B-24 Liberator, Lockheed Ventura et Lodestar, Douglas DB-7 Boston et Martin A-30 Baltimore, Boeing B-17 Flying Fortress vont rejoindre les Hudson sur le tarmac de Saint-Hubert. Rapidement, les équipages n'effectuent plus qu'un voyage, étant postés directement dans une unité de combat après leur arrivée. Le mois de mai 1941 amène un changement. Le nombre croissant d'avions à convoyer entraîne la British Overseas Airways Corporation à ramener les équipages par la voie des airs vers Saint-Hubert. Les avions utilisés sont des bombardiers B-24 rapidement modifiés où des matelas sont posés dans la soute à bombe et des réserves d'oxygène ajoutées. Les 18 à 20 passagers, emmitouflés dans des sacs de couchage, endurent alors dans le froid les 15 heures de vol depuis l'Écosse vers Saint-Hubert. En août 1941, ce sont 43 hommes qui perdront la vie lors de 2 crashs, seulement espacés de 5 jours. En septembre 1941, le Ferry Command déménage de Saint-Hubert et vient s'établir à Dorval, un nouvel aéroport montréalais qui devient alors le plus utilisé au Canada. Si seulement 62 pilotes ont été retenus parmi les 380 volontaires américains, ceux qui ne furent pas sélectionnés vont servir principalement avec le BCATP, le British Commonwealth Air Training Plan. Cette organisation, créée conjointement par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sera responsable de la formation de plus de la moitié des équipages qui serviront avec les forces du Commonwealth durant la guerre. Des pilotes argentins, belges, tchécoslovaques, danois, finlandais, fidjiens, français, grecs, néerlandais, norvégiens et polonais seront aussi formés dans le cadre de ce programme. Ce sont plus de 131 500 pilotes, navigateurs, radios, bombardiers, ingénieurs de vol, mitrailleurs qui seront ainsi formés au Canada. Le pays s'impose comme le lieu idéal, loin du conflit, disposant de réserves d'essence importantes et de grands espaces propres aux entraînements requis. Le programme dure entre 26 et 28 semaines. La première sélection se fait au Manning Depot, où les recrues apprennent les rudiments de la vie militaire. Après 4 ou 5 semaines, il est décidé si les recrues sont envoyées vers une école de pilotage ou une équipe au sol. 7 Manning Depots sont répartis au Canada, dont 2 au Québec, à la Chine et dans la ville de Québec. Les 4 semaines suivantes se déroulent à l'Initial Training School où ils subissent une variété de tests et une formation plus avancée en mathématiques, météorologie, théorie du vol et de la navigation. 7 écoles sont elles aussi réparties à travers le pays, dont une à Victoriaville. Les candidats passant la première sélection sont dirigés alors vers une Elementary Flying Training School où ils recevront une formation d'une 50aine d'heures de vol. 36 de ces centres sont opérés, dont 3 au Québec. La plupart de ces bases sont opérées par des écoles de pilotage civiles sous contrat avec la Royal Canadian Air Force. Les avions utilisés sont des Havilland Tiger Moss, des Fleet Finch ou des Fairchild Cornell. Enfin, la dernière étape avant de gagner leurs ailes est la Service Flying Training School, pendant 16 semaines. Les appareils principalement utilisés sont les North American Harvard ou Yale, ou des appareils bimoteurs tels que le Airspeed Oxford, le Avro Hanson ou le Cessna Crane. Les équipages diplômés
rejoignent ensuite des unités actives. 41 de ces écoles sont opérées au Canada. Alors que le Ferry Command continue ses opérations à Dorval, la 13e Service Training School est alors créée le 1er septembre 1941 à Saint-Hubert. L'école opère des avions de type Harvard. C'est le nom donné par la Royal Canadian Air Force et la Royal Air Force au North American T-6, un biplace d'entraînement avancé. Il sera construit à plus de 15 000 exemplaires et sera utilisé pendant près de 60 ans pour la formation des pilotes. Plus d'une centaine de ces appareils serviront simultanément à Saint-Hubert au pic d'activité de l'école. L'avion est un monomoteur biplace en tandem, l'instructeur étant assis derrière l'élève. Il est motorisé par un moteur Pratt & Whitney de près de 600 chevaux, l'hélice entraînée sans réducteur et, à 2250 tours par minute, devient alors transsonique, produisant un bruit unique et reconnaissable. Commandé par le Wing Commander Kerr, plus de 500 personnes, 32 officiers, 407 airmen et 82 civils y sont affectés dès le premier mois. La 13e SFTS va occuper les locaux laissés vacants par le département du transport. Les premiers vols débutent le 4 septembre. Le premier incident intervient le 8 septembre avec un Harvard endommagé lors d'un ground loop pendant un atterrissage avec du vent de travers, l'équipage en sortant indemne. Un deuxième incident similaire survient le 9 septembre. Les bâtiments sont progressivement aménagés. Le 20 septembre, un nouvel incident vient endommager un nouvel appareil. Le personnel continue d'augmenter et la logistique suit difficilement. Le 29 septembre, 14 Avro Hanson en exercice de navigation font escale à Saint-Hubert. Le 30 est encore marqué par un autre accident où un Harvard endommage un autre lors d'une manœuvre au sol. La base est alors occupée par près de 900 personnes, plus de 2000 heures de vol ont été effectuées et le 13e SFTS compte 68 Harvard au terme de son premier mois d'existence. Un autre incident à l'atterrissage se produit le 1er octobre. La série noire continue le 6 avec l'atterrissage forcé d'un appareil à Boucherville et 2 autres appareils sont endommagés à l'atterrissage la même journée. Le 7, un élève rentre en collision au sol avec un Tiger Mouse, tandis qu'un autre appareil est endommagé à l'atterrissage lors de vols de nuit. Le 9, ce seront 4 appareils qui connaîtront le même sort. 4 autres appareils seront accidentés d'ici la fin du mois. Plus de 1000 personnes sont postées à la base de Saint-Hubert et l'école compte alors 89 Harvard et effectue près de 4000 heures de vol en octobre. Même si les élèves ne sont pas encore au combat, plusieurs payent le prix ultime. Le 18 novembre se produit le premier accident mortel. Le leading aircraftman Guthrie, originaire de Toronto, est tué lors d'un entraînement au vol de nuit. Incapable de localiser l'aéroport, envahi par un banc de brouillard soudain, il percute avec son avion une grange située à proximité de Boucherville. En décembre, la neige et l'absence d'équipement pour la dégager limitent les opérations. Finalement, le matériel requis est reçu en provenance de l'île du Prince-Édouard et le 15, les opérations sont reprises. Le 21 décembre, le Harvard piloté par le Petty Officer Coulter s'écrase près de Saint-Sauveur. Il est tué lors de l'impact et son élève grièvement blessé. L'entraînement continue malgré la neige. Les incidents continuent au même rythme régulier.
Le 19 janvier, le groupe capitaine J.S. Scott, en provenance de Brandon, Manitoba, prend le commandement de l'école. Ce même jour, 12 élèves néo-zélandais rejoignent l'école. Le mois de janvier 1942 s'achève avec près de 6900 heures accomplies, 93 appareils déployés et près de 1300 personnels au sol. Le mauvais temps en février réduit l'activité. La fréquence des appareils endommagés pendant le mois suivant est d'environ 1 aux 2 jours. Le mois de mai 1942 voit un premier record d'activité avec près de 7400 heures de vol et 99 appareils alignés. Le 16 juin, lors d'un exercice de navigation de nuit vers Ottawa entrepris par 9 appareils, uniquement 5 regagnent la base de Saint-Hubert. Le lendemain, la nouvelle tombe. 2 membres d'équipage sont gravement blessés et 3 autres ont été tués. Les Warrant Officer Legacy et son élève Théoret, ainsi que le Petty Officer Thompson. Le 28 juin, un autre accident vient endeuiller l'école. L'Airman Pate s'écrasant avec son Harvard dans le lac Memphremagog. Le mois de juin 1942 voit aussi pour la première fois le cap des 10 000 heures de vol effectuées en un mois franchi à Saint-Hubert. Le 1er juillet 1942 est marqué par la visite du Air Chief Marshal Sir Frederick Bowhill, commandant en chef du Ferry Command, qui préside à la remise des ailes de pilote aux élèves ayant complété avec succès leur formation. Les accidents matériels continuent à se succéder et une quinzaine d'appareils sont endommagés plus ou moins gravement chaque mois. Le 28 août, la cérémonie de graduation est constituée de 29 Australiens, 26 Canadiens et Américains. Le mois de septembre 1942 débute de manière tragique. 2 accidents au sol viennent endeuiller la base. Le 3 septembre, un appareil sort de piste et vient percuter le Leading Airman Fanoff qui décède de ses blessures. Le lendemain, c'est le Leading Airman Fritz qui est tué après avoir été frappé par une hélice. Le 16 septembre, c'est le Leading Airman de Rome qui se tue à bord de son Harvard. Le 28 septembre, les travaux de construction pour de nouveaux bâtiments pour le personnel commencent. La base compte alors 117 appareils, dont 93 sont en état de vol, et 11 827 heures de vol ont été réalisées. Le 18 octobre 1942, dans le cadre des célébrations menées pour encourager l'achat de bons de guerre devant aider à financer l'effort militaire, un vol en formation est mené au-dessus de la ville de Montréal. Le ministère de l'Air préside au parc La Fontaine à la remise des ailes aux nouveaux diplômés. L'ensemble des unités conduit une parade sur la rue Sherbrooke. Un nouveau record d'activité est battu avec près de 13 500 heures de vol effectuées. Plus de 1500 personnes sont affectées à la base de Saint-Hubert. Le 4 décembre 1942, Lady Bowhill, épouse du Air Chief Marshal Bowhill, baptise le premier avion amphibie Canso sorti des chaînes de Vickers Canada. En 1939, la Royal Canadian Air Force avait sélectionné le PBY Catalina comme appareil de remplacement pour ses Supermarine Stanair. Dédié au sauvetage et à la lutte anti-sous-marine, c'est uniquement au printemps 1940 que des discussions pour la construction sous licence de l'appareil sont menées. Initialement débutée par Boeing en Colombie-Britannique, la production du nouvel hydravion ne rencontre pas la cadence voulue, et un accord est alors signé avec Vickers Canada pour la prise en charge de leur construction. L'ancienne usine de Montréal se révèle inadaptée et c'est à Saint-Hubert, dans l'ancienne usine de la Canadian Associated Aircraft, que sont assemblés les 30 premiers appareils. La production est ensuite déplacée à Cartierville. 380 de ces appareils seront construits d'ici la fin de la guerre et serviront principalement à la lutte anti-sous-marine dans l'Atlantique. Le 18 décembre 1942, c'est le gouverneur général du Canada qui préside à la graduation des pilotes. La princesse Alice, duchesse de Gloucester et air commandant de la Woman Auxiliary Force, inspectent les troupes. De nombreuses femmes font partie de la garnison de Saint-Hubert. Même si les règles de l'époque leur interdisent l'accès à des rôles de pilote ou d'équipage, elles sont responsables de l'entretien des parachutes, de la préparation des prévisions météo,
de l'analyse des photos aériennes et joue un rôle actif dans la vie de la base. Les activités de l'école continuent au même rythme élevé durant les mois suivants. Les incidents, parfois dramatiques comme la collision en vol qui se produit en juin 1943 à proximité de Saint-Alexandre d'Iberville, ou, en août 1943, lors d'un exercice de tir mené à Farnham, un Harvard de Saint-Hubert mitraille par erreur 5 officiers au sol, dont 2 sont tués. Finalement, en février 1944, l'école est déplacée vers North Battleford, en Saskatchewan. La base de la Royal Canadian Air Force de Saint-Hubert voit alors son activité et son personnel diminuer de manière drastique de plus de 1000 personnes. À la fin du mois, le personnel est composé d'environ 370 militaires et civils. Les activités militaires y sont réduites et l'activité ne reprendra véritablement que dans les années d'après-guerre. Nous arrivons au terme de cette présentation et je tiens à vous remercier pour votre temps et votre intérêt. Je tiens aussi à remercier la ville de Longueuil pour avoir initié ce projet et avoir inclus des partenaires patrimoniaux tels que le Musée de l'aérospatiale du Québec. Merci et j'espère à bientôt.